Il y a des moments où vous avez l'impression de parler une langue différente de celle du reste du monde, alors que d'autres se perdent dans des conversations sur la météo ou le dernier drame des médias sociaux. Votre esprit navigue dans des océans d'idées profondes. Si vous avez déjà éprouvé ce sentiment étrange d'être complètement déconnecté des soucis quotidiens de ceux qui vous entourent, alors vous avez touché l'essence de ce qu'Arthur Schopenhauer appelait la chance de tous les esprits exceptionnels, l'inévitable solitude du génie. Ce philosophe allemand du XIXe siècle n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est agi de décrire la société humaine. Pour lui, le monde était saturé de gens superficiels, guidés par des pulsions mesquines, piégés dans un théâtre sans fin d'apparitions, où les masques cachaient le vide intérieur. Le génie, de par sa nature même, exigeait de prendre ses distances avec ce spectacle médiocre, non pas par arrogance, mais par survie intellectuelle. Pensez aux esprits les plus brillants de l'histoire. Nikola Tesla, enfermé dans son laboratoire, évitant tout contact humain parce qu'il croyait que cela interférait avec son travail. Emily Dickinson, confinée chez elle pendant des décennies, trouvant dans l'isolement la source de sa poésie immortelle. Isaac Newton, connu pour son impatience avec les conversations mondaines, préférant la compagnie des nombres et des lois universelles. Ils partageaient tous plus que du génie. Ils partageaient une profonde déconnexion du monde social qui les entourait. Schopenhauer avait une théorie révolutionnaire à ce sujet. Il croyait que plus une personne se démarque intellectuellement, plus il devient difficile de trouver des pairs à son niveau, avec qui partager des idées et des sentiments profonds. Une intelligence supérieure crée une barrière naturelle entre l'individu et la société, car les préoccupations et les intérêts de la majorité sont radicalement différents de ceux qui voient donc le monde d'une manière plus large et plus profonde. Un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car ce n'est que lorsqu'il est seul qu'il est vraiment libre, écrivait le philosophe. Il ne s'agissait pas d'une déclaration de misanthropie, mais d'une observation aiguë sur la nature de la pensée exceptionnelle. La solitude n'était pas seulement un fardeau, mais un refuge nécessaire où l'intellect pouvait s'épanouir, sans les interférences sociales et les attentes qui menaçaient constamment de l'étouffer. Imaginez un instant être complètement immergé dans vos propres pensées, perdu dans des théories complexes qui pourraient changer votre compréhension du monde, alors que tout le monde autour de vous est occupé à discuter de qui est sorti avec qui ou quel est le meilleur filtre Instagram, alors que d'autres s'inquiètent du statut social et des commérages. Votre esprit cherche à comprendre la nature même de l'existence. Ce gouffre n'est pas quelque chose que vous choisissez consciemment. C'est une conséquence inévitable de voir au-delà de l'évidence. La société, selon Schopenhauer, n'était rien d'autre qu'un grand théâtre où les individus jouaient des rôles prédéfinis, piégés dans une éternelle mise en scène des apparences et des intérêts égoïstes. Pour la plupart des gens, les sociabilités ne sont qu'un masque sous lequel ils cachent leur banalité. Observait-il avec le pessimisme qui le caractérise. Ce point de vue était directement lié à son œuvre principale, le monde comme volonté et représentation, où il soutenait que tout ce que nous percevons n'est rien de plus qu'une projection de notre esprit. Pour lui, la vie sociale n'était qu'une illusion, un spectacle qui détournait les individus de la véritable connaissance d'eux-mêmes et de la nature du monde. La plupart des gens vivaient piégés dans des préoccupations triviales. Statut, petite querelle de pouvoir, reconnaissance superficielle. Selon lui, l'être humain moyen était esclave de ce qu'il appelait la volonté, une impulsion aveugle et irrationnelle qui régit nos actions et nous maintient piégés dans des désirs sans fin. Alors que la plupart étaient plongés dans cette routine superficielle, ceux qui avaient un intellect plus vif voyaient tout d'une manière presque cruellement claire. Pour eux,
La société semblait être un jeu vide, où les interactions dépassaient à peine la surface. Il ne s'agissait pas d'un mépris né de l'arrogance, mais d'une véritable frustration face à l'impossibilité de trouver des liens authentiques et significatifs. Friedrich Nietzsche, qui partageait beaucoup de ses idées, a déclaré que les convictions sont des ennemis plus dangereux de la vérité que les mensonges, et soulignant comment les gens préfèrent s'accrocher à des illusions confortables plutôt que d'affronter la réalité avec une honnêteté brutale. Ce conflit entre la poursuite de la connaissance et les exigences de la vie sociale a créé un gouffre apparemment infranchissable entre les esprits les plus brillants et le reste de l'humanité. Le résultat était inévitable. L'isolement intellectuel est devenu un mode de vie. Mais cette distanciation a eu un prix émotionnel considérable. Une solitude prolongée peut conduire au désenchantement, à l'apathie et même au mépris du monde extérieur. Schopenhauer était conscient de ce dilemme et a averti que pour ceux qui voyaient au-delà de l'illusion sociale, la seule alternative était d'accepter cette réalité et d'apprendre à vivre avec. Cet isolement se manifeste de manière très concrète dans la vie quotidienne. C'est ce sentiment d'être à une réunion sociale, d'avoir l'impression que tout le monde parle en code de choses qui ne vous intéressent tout simplement pas. C'est la frustration d'essayer de partager une idée complexe et de voir des visages vides, ou pire, la réponse typique « Ah, c'est intéressant », suivi d'un changement immédiat de sujet pour quelque chose de plus normal. C'est cette prise de conscience, douloureuse, que vos intérêts et vos préoccupations sont à une fréquence complètement différente de celle du monde qui vous entoure. Schopenhauer n'a pas mâché ses mots pour décrire ce phénomène. La médiocrité ne se reconnaît généralement qu'elle-même. Le génie, en revanche, voit la médiocrité mais se retrouve seul. Cette déclaration capture parfaitement la nature asymétrique de la compréhension intellectuelle. Le penseur par nature est quelqu'un qui cherche à comprendre le monde en profondeur, tandis que la majorité est préoccupée par les divertissements passagers et les validations sociales immédiates. Lorsque le génie tente de percer les mystères de l'existence et de partager ses découvertes, il se heurte souvent à l'indifférence ou à l'incompréhension totale. Comme l'a dit Voltaire, le secret pour ennuyer les gens, c'est de leur dire tout ce que vous savez. Le problème n'est pas seulement la difficulté de la communication, mais la différence fondamentale d'intérêt et de priorité. Cette dynamique peut être observée chez d'innombrables personnages historiques. Tesla évitait les événements sociaux parce qu'il les considérait comme une perte de temps précieux qu'il pouvait consacrer à ses inventions. Einstein, l'un des scientifiques les plus célèbres de l'histoire, a ouvertement admis qu'il préférait la solitude à la compagnie de personnes qui ne partageaient pas son intérêt pour les idées profondes. Même Kant était connu pour sa routine méticuleuse et son dédain pour les événements sociaux frivoles. Mais cette distanciation ne se produit pas seulement par le choix du génie. Souvent, la société elle-même rejette ceux qui pensent différemment. La pensée innovante et hors du commun provoque souvent de l'inconfort et de la résistance chez ceux qui préfèrent le confort du connu et du prévisible. Nietzsche appelait cela le ressentiment de la médiocrité, la tendance des gens ordinaires à mépriser et à attaquer ce qu'ils ne comprennent pas ou qui les fait se sentir inférieurs. Ainsi, le génie non seulement se retire de son plein gré, mais il est également enlevé par l'hostilité du monde qui l'entoure. Cette solitude forcée peut conduire à de profonds sentiments d'aliénation et même de mépris pour la vie sociale en général. C'est un cercle vicieux où l'isolement engendre plus d'isolement et l'incompréhension mutuelle s'approfondit à chaque interaction ratée. Face à cette réalité apparemment décourageante, une question fondamentale se pose. Comment les grands penseurs doivent-ils faire face à cette situation ? Schopenhauer croyait qu'il y avait une solution, et ce n'était pas en essayant de s'intégrer de force dans la société, mais en acceptant et en cultivant la solitude comme un refuge sacré pour la pensée
et la contemplation. Pour lui, la solitude était à la fois une destination et un choix. Il voyait l'isolement comme le résultat inévitable d'une intelligence supérieure, mais aussi comme une occasion unique de croissance intellectuelle et spirituelle. L'homme ordinaire ne supporte pas la solitude parce qu'il ne se sent bien qu'en compagnie des autres. L'homme élevé cherche la solitude parce qu'il s'y trouve lui-même, écrit-il avec la conviction de quelqu'un qui a connu les deux mondes. Cette vision transformatrice nous amène à repenser complètement le concept de solitude. Au lieu de le voir comme une punition ou un manque, Schopenhauer le présente comme un privilège exclusif. La solitude offre aux penseurs la possibilité de s'immerger pleinement dans ses propres idées, sans distraction, sans le besoin constant de se conformer aux conventions sociales vides qui dominent la vie quotidienne. C'est dans cet espace calme que la créativité authentique s'épanouit et que la véritable compréhension s'approfondit. Emily Dickinson a passé la majeure partie de sa vie isolée dans sa maison, se consacrant exclusivement à l'écriture et a produit certaines des poésies les plus profondes et les plus originales de la littérature mondiale. Beethoven, dans sa surdité croissante, a trouvé dans l'isolement forcé la force intérieure de créer certaines des symphonies les plus puissantes et les plus complexes sur le plan émotionnel de l'histoire de la musique. La solitude permet non seulement une plus grande profondeur dans la pensée, mais préserve également l'authenticité du génie. Schopenhauer croyait fermement qu'en s'impliquant trop dans la société, l'esprit brillant court le risque constant de se perdre dans des distractions non pertinentes et de compromettre sa clarté de vision. Les pressions sociales, les attentes externes et le besoin de validation peuvent contaminer le processus de pensée créative pure. Cette perspective a résonné profondément avec les enseignements bouddhistes, l'une des grandes influences philosophiques sur la pensée de Schopenhauer. Le bouddhisme enseigne qu'un attachement excessif au monde extérieur et aux interactions sociales conduit souvent à des souffrances inutiles. La véritable croissance spirituelle et intellectuelle se produit dans l'introspection profonde et dans le détachement progressif des illusions du monde matériel. Cependant, un dilemme existentiel complexe se pose ici. L'être humain est par nature un animal social. La recherche d'appartenance et de connexion fait partie intégrante de notre biologie et de notre psychologie. Une solitude prolongée peut conduire à l'angoisse, à la mélancolie et même à la dépression. Même les plus grands penseurs, même s'ils appréciaient intellectuellement l'isolement, souffraient émotionnellement du manque de liens humains significatifs. Nietzsche, qui voyait également la solitude comme un chemin nécessaire vers la grandeur intellectuelle, a honnêtement admis qu'elle pouvait être douloureusement solitaire. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il décrit le philosophe comme un ermite qui descend de la montagne pour partager sa sagesse avec l'humanité, mais qui se heurte inévitablement au rejet, à l'incompréhension et à l'hostilité de la part de ceux qui ne sont pas prêts à recevoir des vérités inconfortables. Ce dilemme est profondément réel et concret. Le retrait de la société apporte la liberté intellectuelle et l'authenticité, mais il porte aussi un poids existentiel qui peut être difficile à porter à long terme. La question devient alors pratique. Comment trouver un équilibre entre le besoin de solitude pour le développement intellectuel et le besoin humain fondamental de connexion et d'appartenance? Schopenhauer avait une réponse sophistiquée à ce problème apparemment insoluble. Il croyait que même si le génie ne pouvait jamais s'intégrer pleinement dans la société dominante, il existait un moyen intelligent d'interagir avec le monde sans être affecté négativement par sa médiocrité inhérente. Il a appelé cette stratégie distanciation philosophique, une sorte de neutralité émotionnelle calculée qui permettrait à quelqu'un de vivre avec les autres sans trop s'impliquer émotionnellement. Le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes, a-t-il écrit. Pour lui, le secret n'était pas d'essayer désespérément de changer les autres,
ou de s'efforcer de s'inscrire dans des moules qui n'étaient moins pas conçus pour des esprits exceptionnels, mais de développer une attitude de détachement serein, comme un scientifique observant une expérience avec une véritable curiosité mais sans s'impliquer émotionnellement dans les résultats. Cette stratégie impliquait d'accepter l'inévitable banalité d'une grande partie de la vie sociale sans en être constamment irrité. Il s'agissait de comprendre et d'accepter les limites intellectuelles de la majorité sans devenir frustré ou amer. Mais plus important encore, cela signifiait maintenir son indépendance mentale et émotionnelle, sans ressentir le besoin désespéré d'une validation externe constante. Cette approche est remarquablement similaire à celle des philosophes stoïciens qui prônaient le contrôle conscient des émotions face aux adversités inévitables de la vie. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, écrivait dans ses Méditations « Donnez-vous un cadeau, le don de l'indifférence à ce qui échappe à votre contrôle. Le monde sera toujours un endroit plein de distractions futiles, de conversations vides et d'inquiétudes superficielles. Mais c'est uniquement à l'individu de décider dans quelle mesure il mérite vraiment son attention et son énergie mentale. Le penseur ne doit pas s'isoler complètement de la société comme un ermite, mais apprendre à interagir avec elle de manière stratégique et intelligente. N'absorber que ce qui est utile et rejeter sans ressentiment ce qui n'est pas pertinent. Bien qu'il n'ait pas la moindre patience pour la société conventionnelle, Schopenhauer ne croyait pas que l'isolement total était la solution pratique ou saine. Il savait que même les grands penseurs avaient besoin d'un minimum de contact humain, soit pour échanger des idées avec d'autres intellectuels, soit simplement pour ne pas sombrer dans une solitude si absolue qu'elle en devenait pathologique. Le secret, selon lui, était de choisir soigneusement avec qui se connecter et de maintenir les interactions au minimum nécessaire, juste assez pour pouvoir vivre fonctionnellement dans le monde, sans devenir fou d'un isolement total, mais sans compromettre l'intégrité intellectuelle ou émotionnelle dans le processus. Cette philosophie est encore étonnamment applicable dans notre monde contemporain. Nous vivons à une époque saturée de distractions numériques constantes, de fausses nouvelles, de relations superficielles médiatisées par les réseaux sociaux et de conversations réduites à 280 caractères. Savoir filtrer les informations et les interactions est devenu une compétence essentielle pour la survie mentale. La véritable intelligence ne consiste pas seulement à comprendre le monde dans sa complexité, mais aussi à savoir comment s'y retrouver sans se perdre dans son bruit constant. Schopenhauer nous enseigne qu'au lieu de déplorer amèrement le manque de liens profonds avec la plupart des gens, nous devrions le voir comme un signe clair de notre liberté intellectuelle. Après tout, la solitude peut être un fardeau émotionnel, mais elle représente aussi un privilège extraordinaire, l'occasion d'explorer nos propres pensées sans interférence extérieure, de développer des idées originales sans les pressions de la conformité sociale, de maintenir notre authenticité dans un monde qui nous pousse constamment vers l'homogénéisation. La dernière question n'est donc pas de savoir si nous devons nous adapter au monde ou rester fidèles à notre nature intellectuelle. La vraie question est la suivante. Sommes-nous prêts à accepter à la fois les privilèges et les responsabilités qui viennent avec un esprit qui voit au-delà du superficiel? Pouvons-nous trouver la paix dans la solitude sans tomber dans l'amertume? Pouvons-nous maintenir notre humanité sans sacrifier notre intégrité intellectuelle? Schopenhauer nous a montré que les grands esprits trouvent souvent un réconfort plus authentique dans la solitude que dans la compagnie de la foule, non pas par arrogance ou misanthropie, mais parce que la superficialité de nombreuses interactions sociales peut être véritablement épuisante pour ceux qui voient constamment au-delà des apparences. Mais être seul ne signifie pas forcément être abandonné. Cela signifie avoir le temps et l'espace mental pour penser, réfléchir et grandir sans les distractions constantes et les pressions sociales
qui peuvent étouffer la créativité authentique. Et c'est peut-être là le véritable test de l'intelligence mature. Savoir trouver un équilibre judicieux entre le monde extérieur et l'introspection profonde. Choisir consciemment quand se connecter et quand s'éloigner. Le génie n'est pas une malédiction, mais une façon différente de faire l'expérience de la réalité. Et même si le chemin peut sembler solitaire, vous n'êtes pas vraiment seul. Il y a quelque chose de profondément libérateur à accepter, que tous les silences n'ont pas besoin d'être remplis de bruit, que toutes les connexions superficielles ne valent pas l'effort émotionnel, et que parfois, la meilleure compagnie est celle de nos propres pensées profondes. Comme l'a dit Arthur Schopenhauer, avec la sagesse qui le caractérise, la solitude n'est pas le problème. Le problème, c'est la mauvaise entreprise. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous intégrer, à être sociaux, à être toujours connectés, l'acte le plus révolutionnaire est peut-être simplement de choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité et l'authenticité plutôt que l'acceptation sociale. Mais poussons cette réflexion un peu plus loin, car il y a quelque chose que Schopenhauer a compris avec une clarté presque prophétique, la relation entre la souffrance intellectuelle et la croissance personnelle. Pour lui, ceux qui possédaient un esprit exceptionnel n'étaient pas seulement destinés à la solitude, mais étaient également condamnés à voir le monde avec une clarté qui s'avérait souvent douloureuse. Plus un homme est intelligent, plus il souffre, observait-il non pas avec sadisme, mais avec la compassion de quelqu'un qui a suivi ce chemin. Cette perspective nous amène à une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre avec une intelligence qui dépasse l'ordinaire. Il ne s'agit pas seulement de se sentir différent ou incompris, il s'agit de porter le poids, de voir des modèles que les autres ne voient pas, de comprendre des liens qui restent invisibles pour la plupart, d'anticiper les conséquences que les autres ignorent allègrement. C'est comme avoir une vision nocturne dans un monde qui préfère marcher à l'aveuglette. Schopenhauer a développé ce que nous pourrions appeler une éthique de l'exceptionnalité. Il croyait que ceux qui étaient dotés d'une intelligence supérieure avaient des responsabilités différentes de celles de la masse commune. Il ne s'agissait pas d'une question de supériorité morale, mais d'une fonction sociale différente. Alors que la plupart se préoccupaient de perpétuer les structures sociales existantes, de reproduire les modèles de comportement et de maintenir le statu quo, des penseurs exceptionnels étaient chargés de remettre en question, d'innover et, si nécessaire, de détruire des idées obsolètes afin de construire de nouvelles formes de compréhension. Cette responsabilité a eu un prix considérable. Le penseur authentique ne pouvait pas simplement se détendre et profiter des plaisirs simples de la vie sociale. Il était perpétuellement en mode analytique, toujours en train de questionner, toujours à la recherche d'incohérence, toujours à la recherche d'incohérence, toujours au-delà des façades soigneusement construites que d'autres acceptaient sans rien remettre en question. C'est épuisant de vivre ainsi, mais c'est aussi la source de tout progrès humain réel. Considérons un instant les implications psychologiques de cette condition. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec la capacité de voir, à travers les mensonges sociaux, que les autres adoptent confortablement. Imaginez que vous essayez d'expliquer pourquoi une certaine tradition est nuisible, pour être ensuite étiquetée négative ou trop compliquée. Imaginez la frustration de voir des problèmes évidents qui pourraient être facilement résolus, mais qui sont ignorés parce que la solution nécessite d'admettre les erreurs passées ou de changer des habitudes confortables. Schopenhauer a compris que cette clarté de vision pouvait conduire à deux chemins très différents. Le premier était le chemin de l'amertume, devenir cynique, méprisant et plein de ressentiment envers un monde qui refuse d'écouter ou de changer. De nombreux intellectuels sont tombés dans ce piège, devenant des critiques perpétuelles
qui pointe du doigt les problèmes, mais propose peu de solutions constructives. La deuxième voie était plus difficile, mais infiniment plus fructueuse. Accepter la nature du monde sans amertume, travailler dans ses limites et trouver des moyens créatifs de planter des graines de changement qui pourraient germer dans les générations futures. La clé résidait dans ce que Schopenhauer appelait la compassion intellectuelle, la capacité de voir les limites des autres sans les juger sévèrement pour eux. Il a reconnu que la plupart des gens ne choisissent pas délibérément la superficialité ou l'ignorance. Ils opèrent simplement dans les cadres conceptuels qu'ils ont hérités de leur culture et de leur éducation. Blâmer un poisson de ne pas être capable de voler est aussi illogique que de blâmer une personne moyenne de ne pas comprendre. Des concepts qui nécessitent des années d'études et de réflexion pour être intériorisés. Cette compassion intellectuelle s'étendait aussi à soi-même. Schopenhauer savait que le penseur exceptionnel devait développer une relation saine avec sa propre différence. Il ne s'agissait pas de le célébrer avec arrogance ou de le déplorer en s'apitoyant sur soi-même, mais de l'accepter comme un trait neutre de la réalité personnelle, comme quelqu'un accepte d'avoir les yeux bleus ou d'être gaucher. Mais la chose la plus fascinante dans la philosophie de l'intelligence et de la solitude de Schopenhauer est peut-être sa dimension temporelle. Le philosophe Moon a compris que les grandes idées ont besoin de temps pour être assimilées par la société. Ce qui semble aujourd'hui révolutionnaire ou incompréhensible peut devenir du bon sens des décennies ou des siècles plus tard. Les penseurs exceptionnels ne travaillent pas pour leur temps, mais pour l'avenir. Cette perspective peut être à la fois réconfortante et décourageante. Réconfortante parce qu'elle offre un sens à long terme à l'isolement actuel. Décourageante parce qu'elle suggère qu'une véritable reconnaissance ne viendra peut-être jamais de son vivant. Darwin a passé des décennies à retarder la publication de l'origine des espèces, parce qu'il savait le scandale que cela provoquerait. Copernic a attendu d'être sur son lit de mort pour voir sa théorie héliocentrique publiée. Mendel est mort sans voir sa contribution fondamentale à la génétique reconnue. Ces exemples illustrent un schéma récurrent. Les idées les plus transformatrices se heurtent souvent aux plus grandes résistances initiales. Schopenhauer reconnaissait également que la solitude du génie n'était pas uniforme. Il y avait différents types d'isolement intellectuel, chacun ayant ses propres caractéristiques et défis. Il y avait la solitude de l'innovateur, qui voit des possibilités que d'autres ne peuvent pas encore imaginer. La solitude du critique, qui identifie les failles dans des systèmes que d'autres considèrent comme parfaits. La solitude du visionnaire, qui anticipe des avenirs qui semblent impossibles dans la perspective actuelle. Et la solitude du sage, qui comprend des vérités que les autres ne sont pas prêts à entendre. Chaque type de solitude nécessitait des stratégies d'adaptation différentes. L'innovateur a eu besoin de patience pour permettre à ses idées de mûrir et de trouver leur moment. Le critique devait trouver un équilibre entre l'honnêteté et la diplomatie afin d'être entendu sans être automatiquement rejeté. Le visionnaire avait besoin de moyens de communiquer des futurs abstraits en des termes qui résonnent avec les expériences actuelles. Et le sage avait besoin de discernement pour savoir quand parler et quand se taire. À l'ère du numérique, ces dynamiques se sont intensifiées de façon exponentielle. Les médias sociaux ont créé l'illusion d'une connexion de masse, mais paradoxalement, ils ont approfondi l'isolement de ceux qui recherchent de véritables échanges intellectuels. Il est plus facile que jamais de trouver la validation d'idées superficielles, mais plus difficile que jamais de trouver des espaces pour une réflexion profonde et nuancée. Schopenhauer aurait observé avec fascination comment la technologie a amplifié à la fois les avantages et les dangers de la vie intellectuelle. D'une part, il n'a jamais été aussi facile d'accéder au savoir ou de trouver des communautés de penseurs partageant les mêmes idées, même s'ils sont géographiquement dispersés. D'un autre côté,
Il n'a jamais été aussi facile de se perdre dans des distractions sans fin ou de confondre l'information avec la sagesse. La question qui se pose alors est profondément pratique. Comment le penseur contemporain peut-il appliquer la sagesse de Schopenhauer dans un monde qui aurait été inimaginable pour le philosophe allemand? La réponse réside dans des principes intemporels. Cultiver la discrimination intellectuelle, maintenir l'intégrité personnelle face aux pressions sociétales, développer la compassion pour ses propres limites et celles des autres, et trouver des moyens créatifs de contribuer au progrès humain sans sacrifier sa propre santé mentale dans le processus.